Chaque artiste garde au fond de lui une source unique qui alimente pendant sa vie ce qu'il est et ce qu'il dit. Quand la source est tarie, on voit peu à peu l'œuvre se racornir, se fendiller. Ce sont les terres ingrates de l'art que le courant n'irrigue plus. Pour moi, je sais que ma source est dans l'envers et l'endroit. Dans ce monde de pauvreté et de lumière où j'ai longtemps vécu, et dont le souvenir me préserve encore des deux dangers contraires qui menacent tout artiste, le ressentiment et la satisfaction. Voici quelques mots de l'envers et de l'endroit de Camus. J'accueille aujourd'hui Arnaud Weiss, qui est ami, qui est entrepreneur. Sois le bienvenu sur le podcast, Arnaud. Merci. Et bienvenue à tous, soyez les bienvenus sur l'éloquence des leaders. Je crois que c'est l'épisode 30. On parle ici d'éloquence, de communication, d'entrepreneuriat et de zone de génie, de ce qui nous alimente, de ce qui nous engage dans nos vies professionnelles. Arnaud, c'est quoi la source de ton engagement ? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien et pourquoi est-ce que tu es devenu entrepreneur ? La source de mon engagement, si je me réfère à la citation de Camus de l'envers à l'endroit, c'était son premier ouvrage, je crois qu'il a écrit quand il avait 22 ans. Moi, c'est un peu pareil, je me rattache beaucoup à mon enfance, où j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Fuveau, entre Marseille et Aix, et où j'ai joui d'une immense liberté, entre les collines et la mer. Voilà, si vous avez lu Les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, je pense que j'ai eu la chance de grandir dans un environnement qui s'en rapproche beaucoup. Donc cette liberté que j'ai eue enfant, ça a été une immense source d'inspiration pour moi et d'envie d'entreprendre, et qui a fait que rapidement je me suis retrouvé très à l'étroit dans l'univers corporate, l'univers d'entreprise traditionnelle, et donc il m'a poussé à en sortir, et donc l'entrepreneuriat était un peu l'échappatoire pour moi. Comment tu définis l'entrepreneuriat ? C'est quoi être un entrepreneur selon toi ? Alors, être un entrepreneur, alors déjà, je pense que n'importe qui peut être un entrepreneur. Je déteste les discours du style il faut avoir tel type de personnalité, tel type. J'ai vu des gens au profil antinomique réussir à être de super entrepreneurs. Je pense que ce qui définit l'entrepreneur, c'est l'envie effectivement d'entreprendre, l'envie de créer un projet avec d'autres personnes. C'est juste ça, être entrepreneur. Quand est-ce qu'elle est née, ton envie ? Tu nous disais que tu avais grandi dans le sud de la France. Donc ça, c'est important aussi de le dire. On n'est pas obligé d'être né à Paris pour réussir dans l'entrepreneuriat. Big up à tous ceux qui viennent de province et soyez les bienvenus. Tu grandis entre Aix et Marseille. Qu'est-ce qui fait que tu viens à Paris ? Et à quel moment tu te rends compte que finalement, c'est de monter des entreprises ce que tu as envie de faire ? Moi, donc, je suis monté à Paris à 18 ans, parce que j'étais dans un environnement qui était fantastique de par l'aspect voilà, mer, collines, etc., comme je disais, mais où les choses qui, moi, me passionnaient, qui étaient la littérature, la poésie, n'étaient pas du tout valorisées. J'étais dans un environnement où ce qui était valorisé, c'était le foot. Voilà, pour ceux qui ont passé du temps à Marseille, savent à quel point c'est central dans la vie de la cité phocéenne. C'était beaucoup les voitures, les marques, etc. En tout cas, chez les jeunes de mon âge, chez les jeunes adolescents. Et où donc moi, j'étais un peu en décalage par rapport à tout ça. Et donc, j'ai passé des concours pour rejoindre une grande école parisienne où j'ai été pris. Et donc, j'ai bougé à Paris à 18 ans. Et ça a été une vraie libération pour moi. Sauf pour l'aspect météo et qualité de vie, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, les choses que j'aimais, je me retrouve dans un environnement où les choses que j'aimais étaient valorisées, où la curiosité était valorisée, le savoir était valorisé. Donc ça a été un changement profond pour moi et un changement très positif. Donc l'école dont tu veux pas prononcer le nom, je crois qu'elle s'appelle Sciences Po. Ouais. Donc c'est quand même une super école. Tu es diplômé de cette école et tu commences à travailler où ? Est-ce que tu te lances directement dans l'entrepreneuriat ou est-ce que tu as une expérience avant dans une entreprise ? Alors en fait, moi je ne savais même pas ce que c'était l'entrepreneuriat quand j'ai rejoint Sciences Po. Je voulais faire comme beaucoup de gens là-bas, être haut fonctionnaire, faire de la politique, parce que j'en avais une idée très haute. J'ai fait quelques stages, notamment à l'Assemblée nationale, où j'ai eu des professeurs qui étaient dans cet écosystème-là, et me suis rendu compte qu'en fait, c'est des personnes qui ne m'inspiraient pas du tout. Et j'ai fait d'autres rencontres en parallèle de gens qui m'ont vraiment inspiré et qui, pour le coup, étaient entrepreneurs. J'aurais du mal à expliquer pourquoi. Je dirais que c'est probablement l'alignement entre le discours et les actes qui m'a inspiré chez les entrepreneurs.
le fait d'incarner ce qui prêchait en fait, que j'ai pas retrouvé dans les hauts fonctionnaires, les hommes politiques. Alors voilà, peut-être que j'ai pas eu de chance, j'en sais rien, mais c'est souvent les quelques rencontres marquantes quand on se forme en tant qu'individu qui ont un gros impact sur nous. Donc déjà je me suis un peu, j'ai pris du recul par rapport à ces envies de travailler dans le public ou de participer à la vie de la cité en tant que haut fonctionnaire ou homme politique. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. En parallèle à Sciences Po, j'ai créé le club des geeks qui n'existait pas encore, avec des amis où on réparait les ordinateurs des gens, on donnait des cours d'informatique, on organisait des conférences sur des sujets liés à ça. Donc ça m'a ouvert à l'univers de la tech de manière générale. Ça a amplifié ma passion pour l'informatique qui existait un peu déjà via les jeux vidéo. Parce que j'étais méga fan de Age of Empires quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les jeux de stratégie et donc j'ai découvert un peu un autre univers via ça. J'ai créé une première proto-startup, on va dire, en tant qu'étudiant. Avec un ami, on avait codé une application pour réviser le bac pour les lycéens, qui était gamifiée. Ok. Donc là, on avait découvert, on est allé encore plus loin dans la découverte de l'entrepreneuriat. On s'était rapproché d'un incubateur qui n'existe plus, Feu, The Family, qui a eu beaucoup de défauts par la suite, comme ça a été révélé dans la presse. Parce que certaines dérives après des cofondateurs, mais qui en tout cas a eu l'immense mérite d'acculturer beaucoup de jeunes entrepreneurs parisiens à la tech, notamment aux bonnes pratiques un peu qui viennent de la Silicon Valley. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 20 ans. Donc on a créé ce premier produit, on s'est régalé, j'ai découvert la joie de construire quelque chose et d'avoir des utilisateurs. Après j'ai été diplômé, mais bon, il fallait quand même gagner de l'argent, parce que le projet financièrement, on n'avait pas été hyper fructueux, on va dire. Je ne savais pas comment vendre à l'époque, je ne savais pas comment marcher un business model ni rien. Donc par exemple, je vendais l'application à l'unité, alors que typiquement dans le logiciel aujourd'hui, ça fonctionne par abonnement, pour des raisons évidentes. Ça permet d'avoir une base de clients qui augmente en permanence. Donc voilà, je suis diplômé, je me retrouve par hasard à un apéritif organisé par un grand cabinet de conseil. Donc je rencontre des gens là-bas qui m'ont pas mal inspiré. T'étais déjà un peu réseau à l'époque? À 20 ans, t'avais conscience que le réseau, c'est important pour se déployer? Pas vraiment. Et en fait, justement, moi, je viens d'une famille où ma mère est infirmière et mon père s'est élevé par la suite, mais à la base était technicien. Où voilà, on n'est pas du tout réseau, j'ai pas été acculturé à tout ça. Donc j'ai mis du temps à prendre conscience de l'importance du réseau. Et j'ai vu à Sciences Po effectivement que les fils de hauts fonctionnaires ou hommes politiques ou chefs d'entreprise qui avaient grandi à Paris, il y avait quand même des sacrés avantages dans l'obtention de meilleurs stages, de meilleurs projets par leur réseau. Mais non, j'en avais pas conscience à l'époque. Et tu te retrouves à cet apéritif? Voilà, je me retrouve à cet apéritif, je fais connaissance avec des gens qui ont l'air fort sympathiques et qui me disent « Viens faire du conseil, c'est super ». Voilà, pour la petite histoire, je ne savais pas que le conseil existait avant cet apéritif-là. Je ne savais pas qu'on pouvait vendre des conseils? Non, je ne savais pas qu'on pouvait vendre des conseils. C'était quelque chose qui me paraissait un peu absurde. Donc je me retrouve à 23 ans, pris dans ce cabinet parisien. Donc j'ai fait 2 ans là-bas. Alors j'ai rencontré des personnes extraordinaires, dont un d'ailleurs qui est devenu mon associé dans l'expérience d'après. Mais aussi, ça a été un choc pour moi. Et ça m'a un peu vacciné contre l'univers de l'entreprise, en tant qu'employé, en tout cas, dans les grands groupes. En fait, ça a été un choc pour moi de me dire, mais attends, mais c'est ça le monde du travail? Enfin, je sais pas comment dire, mais j'avais une vision un peu fantasmée de ça va être super, on va lancer plein de projets, on va s'éclater. Et en fait, je me retrouve dans un univers où les mots d'ordre, surtout dans le conseil, sont le conformisme, l'obéissance et la satisfaction client à tout prix. J'ai certaines phrases qui m'ont marqué de mes managers, du style « Si le client te le demande, tu sautes par la fenêtre ». Donc ça m'a pas mal marqué. Qu'est-ce que tu avais rêvé? Parce que ça me parle et j'ai, je pense, pas mal de copains qui ont désenchanté au moment de rentrer dans le monde du travail. Tu vois, moi, je regardais Suits quand j'étais à la fac à Cergy et je voulais devenir avocat d'affaires et j'ai eu mon barreau et je suis arrivé en cabinet et je me suis dit waouh, ok, c'est ça la vie. C'est exactement ça. Et Donc je pense que c'est un choc toi. qu'on a beaucoup connu, nous, notre génération. Ouais. On avait une vision très fantasmée du monde professionnel et on arrive et en fait, on se retrouve grouillot à faire des slides ou à faire des choses très répétitives à faible valeur ajoutée. On ne demande pas trop de réfléchir. Donc ouais, ça a été un choc pour moi. Donc l'échappatoire, ça a été l'entrepreneuriat. Ok. Donc j'ai mis de l'argent de côté et dès que j'ai eu 20 000 euros de côté, avec mon ancien compère de l'aventure d'avant, donc de l'application construite quand on était étudiant, on a tous les deux démissionné pour lancer une boîte.
Et vous avez monté quoi comme boîte? C'est quoi la suite de l'histoire? Alors, on a créé, alors c'était vraiment notre première vraie startup qui s'appelait Axel. En fait, on a créé un outil pour les RH pour créer des parcours collaborateurs lors de leur moment clé. Par exemple, quand on a un nouveau collaborateur qui rejoint l'entreprise, qu'on appelle l'onboarding en anglais, c'est un moment crucial parce que on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Il y a tout un tas de tâches et d'actions à faire pour qu'ils soient bien intégrés. Bon, commander l'ordinateur, s'assurer qu'ils sont inscrits à des formations, qu'ils rencontrent leurs collègues. Voilà, il y a 70 tâches, beaucoup de choses pas très intéressantes qu'on peut automatiser. Et donc, on a juste fait un logiciel qui permettait de faire ça. Mais par pur hasard, c'est-à-dire on n'était pas du tout parti là-dessus au début. Et au fil des itérations, on s'est rendu compte qu'il y avait un marché, qu'il y avait un besoin là-dessus. Donc, on est parti sur ça. Sympa le hasard, parce que Ouais, l'histoire d'après, c'est que tu l'as vendue cette société. tout Parce à que fait. toi et moi, on s'est rencontrés un soir au MEDEF, grâce à Louise et Charlotte, qu'on salue, dans le cadre de l'UMAPS. T'organisais une espèce de clash, parce que déjà à l'époque, même si tu étais dans la tech, tu avais le goût des mots et tu voulais faire débattre des gens. Et en fait, ta première entreprise, tu l'as vendue à l'UMAPS quand Mhm. tu avais 29 ans, c'est ça? Ouais, 29 ans, c'est ça. Ok, donc ça c'est quand même une belle histoire. Ouais. Tout se passe bien quand tu revends. On a un peu travaillé ensemble avec Arnaud et ce que j'ai apprécié dans ton personnage, c'est ta capacité à douter et à te remettre en question. Et, euh, et là, du coup, c'est quand même une grosse validation, quoi. À 29 ans, tu vends une entreprise. C'est le rêve de la moitié des entrepreneurs qui nous écoutent sur ce podcast. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Alors sur le court terme, ça a été assez euphorique. Alors effectivement, tu te retrouves avec une grosse somme d'argent sur ton compte en banque et effectivement une validation du marché que ce que tu as fait, ça a de la valeur. Après, en même temps, tu as un peu un sentiment d'absurde parce que ça se joue à pas grand-chose. C'est la rencontre, bon, évidemment, entre beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de chance. Le fait d'être au bon endroit au bon moment. Voilà, juste ce qu'on avait construit avait de la valeur pour une plus grande entreprise à ce moment-là. Euh, donc voilà, c'est là aussi la réalisation que le succès tient à peu de choses. Mm. Moi, je suis un très grand fan de Nicolas Taleb, l'essayiste américain qui a beaucoup écrit là-dessus. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Fooled by Randomness, donc on pourrait traduire par berné par la chance ou berné par le hasard. Et tout son point, c'est de dire qu'on a tendance à qu'on gagne, on a tendance à l'attribuer à notre talent et qu'on perd, on a tendance à l'attribuer à pas de chance. La réalité, c'est que la chance joue une part énorme dans nos existences, et que ce soit dans nos succès ou nos échecs. Donc moi, j'ai un peu prise de conscience à ce moment-là de waouh, mais c'est notre vie tient vraiment à pas grand-chose, à quelques hasards, à quelques rencontres. C'est quoi la Et chance comment tu définis la chance et quels sont les moments où tu as eu de la chance dans ta vie, toi? bah, c'est voilà, c'est une longue succession de chances, les choses que j'ai accompli dans ma vie. Le fait d'aller à Sciences Po, ça a été voilà, une rencontre avec une personne qui m'a dit bah, ce serait quand même bien si tu postules à cette école, c'est pas mal avec ton profil. Moi, j'ai aucune idée, j'ai aucune ambition d'aller à Paris. Et moi, je voulais faire une petite école à Marseille ou à Aix pour rester près de mes proches et de mes amis. Mm. Donc, c'est une rencontre voilà, avec l'oncle d'un ami proche qui m'a poussé à faire ça, qui m'a amené à aller à Sciences Po. Si j'ai pas bougé à Paris, j'aurais eu une vie totalement différente. Voilà, si le choix du sujet de la start-up, le choix des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai fait rentrer à bord, sans lesquelles on n'aurait jamais pu arriver jusque-là. Oui, c'est une longue succession de hasards et parfois on a un peu le vertige quand on y repense. Mm. Bah, en tout cas, beau parcours qui t'amène aujourd'hui, puisque tu as quitté l'UMAPS et tu as remis la ceinture en jeu pour créer une nouvelle société qui s'appelle Sillage. Ouais, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et après, on va basculer sur la prise de parole et la communication. ouais, ça marche. Donc effectivement, j'ai vendu Axel à l'UMAPS. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi pour eux, notamment comme VP marketing, donc très différent. Voilà, retour à la vie d'employé. Mais quand même, voilà, avec beaucoup de marge de manœuvre dans l'entreprise qui était chouette. On a vendu ensuite l'UMAPS à un fonds de private equity qui s'appelle Bridgepoint, donc un gros fonds financier. C'était l'été dernier. Donc effectivement, suite à ça, j'ai pris quelques mois de vacances et je me relance. Effectivement, je remets la ceinture en jeu. Sillage, donc c'est un outil pour les commerciaux qui les aide à mieux faire leur travail. Donc on essaie de créer un peu le commercial augmenté. Donc pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a eu un mouvement de fond qui était de dire avec l'IA, on va remplacer le commercial. Et donc nous, on a envie de proposer une alternative qui est de dire on va pas
faire des IA commerciales qui vont appeler les gens sur leur téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et les spammer d'emails. On va aider les commerciaux actuels à mieux faire leur travail de manière plus intelligente. On va les augmenter donc. Et donc c'est ce qu'on fait avec Sillage depuis maintenant juin 2025, donc quelques mois. Et bah, longue vie à Sillage. Arnaud, du coup, on a vu un peu ton parcours, où tu grandis dans le sud, tu arrives à Paris, tu intègres Sciences Po, tu commences à travailler dans des cabinets de conseil et en entreprise et tu te dis que c'est pas fait pour toi. Tu as une petite désillusion, je pense que ça va parler à certains. On est super heureux si d'autres ont trouvé leur place en entreprise et on peut vraiment s'épanouir en entreprise. En revanche, toi, tu vis une désillusion et tu tombes dans la flamme de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, du coup, tu es CEO de Sillage. Euh, Quels sont les... Tu le sais, moi, j'aime bien parler de prise de parole, c'est mon sujet favori et c'est ma zone d'expertise. Quels sont les moments de prise de parole dans ton parcours et dans ton quotidien aujourd'hui où il y a un enjeu et où c'est important pour toi d'être efficace? Alors il y a 2 types de moments. Il y a les moments internes où il faut, voilà, motiver les troupes, partager la vision, tout en gardant une forme de réalisme. Et il y a les discours, les moments externes où là, il faut raconter une histoire, qui est souvent édulcorée. Comme voilà, on avait déjà parlé, ce côté Mm. un peu storytelling et là, c'est un exercice différent. Mais Mm. il faut savoir la difficulté justement de l'entrepreneur, Mm. c'est de savoir manier les 2 avec habileté. On va venir à la schizophrénie de l'entrepreneur qui raconte un storytelling enjolivé en externe et qui parfois peut vivre beaucoup de doutes. Toi, est-ce que tu as été formé à la prise de parole à Sciences Po? Est-ce que c'est une discipline? Est-ce que c'était inné pour toi d'être à l'aise à l'oral? Ton confort, ton impact, comment est-ce que tu l'as développé? Alors, on a été formé à Sciences Po, oui. Après, bon, il y a que la pratique qui permet de l'affiner. Donc j'ai vraiment alors surtout, j'étais pas du tout formé à l'exercice dans le cadre de l'entrepreneuriat, où c'est assez différent, où c'est en fait, on reprend beaucoup les codes américains du storytelling, de tout est beau, tout il est gentil, tout ça, tout ça. On est les meilleurs, et cetera. Donc moi, la vraie formation, je l'ai eue, pour ma première boîte, donc Accel dont je parlais avant. Et j'ai eu un gros événement. Donc au tout début de l'aventure, on a été pris dans un accélérateur américain qui s'appelle Techstars. Et donc en fait, on avait 3 mois d'incubation ou d'accélération plutôt, où, on devait, cravacher pour délivrer, certaines choses, voilà, avancer sur le produit, sur la vision et cetera. Et à la fin des 3 mois, on avait, une présentation au Grand Rex devant 500 investisseurs, et Wow. partenaires potentiels où on Impressionnant. devait impressionnant quand on a voilà, j'avais, 25 ans, quand, voilà, j'avais pas l'habitude de cet exercice-là. Donc là, j'étais accompagné, par quelqu'un de super, donc Véronique, si tu nous entends, coucou, qui m'a, fait beaucoup répéter. Alors surtout, voilà, je me souviens, la manière dont ils nous ont préparé à l'exercice, c'était que pendant un mois, quasiment tous les jours, on passait devant, des auditeurs différents. Donc il y avait Ok. des partenaires, des clients, des mentors, Techstars qui passaient dans les bureaux, qui venaient dans le mini amphithéâtre et on devait leur pitcher. Et chaque jour, ils nous mettaient une note sur un tableau. Donc il y avait le nom des 10 startups et des 10 CEO de startups. Donc chaque jour, ils nous mettaient une note. Donc, en plus, moi, j'ai l'habitude d'avoir été plutôt un bon élève. Donc là, je me retrouve avec 2 sur 10 la première fois. Énorme coup à l'ego. Et donc, ça nous a mis une grosse pression parce que voilà, on voyait en plus les autres qui progressaient. Donc, on n'avait pas envie, avec leur note quotidienne qui augmentait. Donc, tu n'avais pas envie de te retrouver à la traîne. Donc là, ça m'a mis un énorme coup de pression et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et c'est là aussi que j'ai découvert que pour réussir une bonne prise de parole, il faut beaucoup, beaucoup la préparer. En plus, c'était un format où c'était 5 minutes, mais où on connaissait tout par cœur. En fait, il n'y a pas de Mm. place pour l'improvisation. Dans 5 Ah ouais, c'est minutes, dur ça. pour convaincre des investisseurs, c'était millimétré. Mm. Chaque mot avait été pesé. Et donc, il fallait raconter une belle histoire. Donc, ouais, ça a été beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Mais au final, ça s'est très bien passé. Et ça a eu beaucoup de retombées positives pour nous. Donc, ça m'a en tout cas formé à l'exercice en me disant, bah voilà, quand j'ai une prise de parole importante, je la prépare bien. Mm. J'ai découvert un peu quelques astuces aussi que je mets toujours en place aujourd'hui. Mm. Et c'était un peu mon introduction à cet univers-là dans le cadre des startups. Trop bien. Si tu prends ma casquette de coach en prise de parole, ce serait quoi les 3 conseils que tu donnerais à un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneuse qui doit pitcher en externe, qui va soutenir un appel d'offres, qui doit faire un discours en interne pour motiver ses équipes? Comment est-ce qu'on trouve son confort et son impact à l'oral?
Alors ça, c'est avec, tu es beaucoup plus expert que moi, mais là, je donne en tout cas mes quelques tips qui ont marché pour moi, Ouais. dans le cadre de l'entrepreneuriat. Moi, la première étape, c'est de mettre sur le papier la storyline, on va dire, on appelle en anglais, un peu le fil conducteur. Donc c'est-à-dire, c'est quoi les différentes étapes de l'histoire que je veux raconter, Ouais. et je commence à le faire bien avant la prise de parole, plusieurs semaines avant. Parce qu'après, en fait, je vais y réfléchir quand je fais du vélo, quand je fais du sport, Mmh mh. je vais avoir des idées. Je crois beaucoup dans la sérendipité et Sérendipité, c'est le fait de découvrir quelque chose de manière fortuite, par exactement, hasard. exactement. Donc c'est en réfléchissant, après, en discutant avec un ami, qu'on va avoir une idée pour notre prise de parole, en bossant Mmh. sur un sujet qui a aucun rapport. Donc en tout cas, je trouve que c'est important bien avant de réfléchir un peu à ce fil conducteur pour après, bénéficier de cette sérendipité. Donc moi, c'est là vraiment la première étape, Mmh. réfléchir aux étapes de l'histoire et se donner du temps pour, laisser venir des idées. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est après, c'est important en fait, à la fin de la prise de parole, surtout dans un univers corporate où les gens ont un temps d'attention assez limité, sont très, très sollicités, se dire: «C'est quoi les messages que je veux faire passer, les 3 messages dont je veux qu'ils me se souviennent à la fin?» Et à les marteler. Donc on sait on retient mieux ce qui se passe au début, à la fin. Donc moi, j'ai tendance à les marteler au début, à la fin. Et une chose que j'aime beaucoup faire, c'est à la fin de la présentation de dire: «Il y a 3 choses dont je veux que vous vous souveniez». La première c'est ça, la deuxième c'est ça, la troisième c'est ça, et ça Mmh. marche très bien parce Mmh. que on s'assure qu'ils ont retenu les bons éléments. Mmh. Faire pédagogie. Peut-être le petit point, c'est la question fondamentale au cœur de toute prise de parole, c'est qui fait l'effort? Est-ce que c'est l'auditoire ou est-ce que c'est l'orateur ou l'oratrice? Et c'est toujours l'orateur ou l'oratrice. Si on vous écoute pas quand vous prenez la parole, c'est que vous faites pas le job malheureusement. Donc en amont, on élague, on structure, on met des images pour faciliter la pédagogie et la mémorisation. Et c'est les 3 conseils que tu nous donnes, c'est ça, c'est l'orateur travaille en amont pour faciliter l'écoute de l'autre, pour transformer son effort d'écoute en plaisir d'écoute. Tu parles de storyline, de storytelling, et j'ai envie qu'on plonge sur cette histoire de schizophrénie. On voit beaucoup, notamment sur LinkedIn, des entrepreneurs qui voilà, louent leur succès, leur joie et le fait que tout est tout beau et tout le monde est gentil. Alors qu'en interne, parfois, c'est hyper chaud et ils sont à deux doigts de déposer le bilan. Euh, c'est quoi pour toi la schizophrénie de l'entrepreneur? Déjà pour le définir et après, comment est-ce qu'on peut le vivre quand on est entrepreneur? Oui, tu l'as assez bien défini. C'est pas parfois il y a des moments difficiles, c'est quand on fait une boîte, il y a toujours des moments difficiles, et celui qui te dira l'inverse, c'est soit un menteur, soit, il se ment lui-même. Ouais. Hem, oui, c'est l'ascenseur émotionnel de la startup. C'est, voilà, un jour, on va signer un super client, le lendemain, le produit, crash. Enfin, on fait des choses compliquées avec beaucoup d'incertitudes, donc Mm. il y a du stress, il y a des difficultés. Hem et donc effectivement, la schizophrénie de l'entrepreneur, c'est sa nécessité de, en externe, toujours, paraître, lisse, positif, raconter une belle histoire, tout va bien, on est trop fort, ça se passe super, et en externe, enfin, pardon, en interne, la réalité de l'entrepreneuriat qui est ces fameuses montagnes russes émotionnelles permanentes, les difficultés à surmonter, les doutes qui nous assaillent à tout instant. Mm. Donc c'est pas évident, et le risque, moi, j'y vois, c'est que je vois certains entrepreneurs qui commencent à croire à leur propre, Fable. fable en quelque sorte, et qui sont aussi dans le déni des difficultés qu'il y a en interne, et cetera, et c'est là que ça devient très dangereux. Ouais. Donc c'est des gens qui, par obligation sociale, racontent une histoire d'entreprise qui casse la baraque et qui passe les étages tous les mois et qui en interne vivent beaucoup d'anxiété, beaucoup de difficultés et ils peuvent pas trop en parler parce que sinon en fait ça va effrayer les prospects, les clients et les partenaires qui Exactement. vont fuir. Est-ce que tu aurais des tips pour, vu qu'on a mis le doigt là-dessus et je pense que certains vont se reconnaître, même moi, je pense que franchement, j'ai déjà vécu ce truc-là où en interne, c'est chaud et en externe, je raconte que tout va bien. Comment est-ce qu'on peut éviter de croire en ses propres fables? Et à quel moment, toi, est-ce que tu as vécu ce truc? Hem, Moi, j'ai quand même, enfin, je suis souvent assailli de doutes, donc j'ai jamais été dans, la croyance à mes propres, à mes propres fables en quelque sorte, mon propre storytelling, et je pense que j'ai quelques trucs qui m'ont aidé, que je peux partager.
Le premier, c'est que je fais tous les mois ce qu'on appelle un petit déjeuner CEO avec des amis entrepreneurs, Mmh. où là, on se raconte la vraie vie. C'est tiens, j'ai tel employé qui m'a claqué entre les doigts et je suis dans la merde. Voilà, j'ai bientôt plus d'argent, je sais pas quoi faire, aidez-moi. Il faut que je lève des fonds rapidement. Est-ce que vous pouvez me faire des intros? Voilà, chacun, c'est à cœur ouvert, partage ses doutes, ses difficultés. Et donc là, ça aide beaucoup. Parce que aussi, le problème, c'est que en tant qu'entrepreneur, tu vas voir sur LinkedIn que les belles histoires des autres. Et donc, quand tu compares avec ton vécu réel, ça peut faire paniquer. En mode, ah, ça se passe trop bien pour mes concurrents ou pour les autres, et pour moi, c'est le chaos. En tout cas, surtout pour les entrepreneurs qui lancent, enfin, ce qu'on appelle les primo-entrepreneurs, ceux qui lancent leur première boîte. Donc, ces moments-là, l'astuce que je partagerais, c'est passer du temps avec des pairs de Mmh. confiance avec qui on peut être vulnérable et s'ouvrir sur nos difficultés et nos challenges. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est être très proche du terrain, être un entrepreneur qui met les mains dans le cambouis, qui parle à ses clients, qui parle à ses équipes au quotidien et qui va aller affronter les problèmes, qui ne laisse pas aux autres. Ça permet de se rappeler, d'être conscient des difficultés qui se présentent. Tu as utilisé le mot de vulnérabilité. À quel point c'est possible, d'avoir des doutes, d'être anxieux, d'avoir, une vulnérabilité assumée quand on est, leader ou chef d'entreprise? Euh, En fait, encore une fois, il y a une espèce de dualité, puisque en externe, donc devant les investisseurs, les prospects, les clients, mais aussi devant ses employés, il faut se montrer extrêmement solide, Mmh. laisser place à, j'ai envie de dire, presque aucun doute, aucune faille, notamment pour ses employés, parce qu'on n'a pas envie de leur créer de l'anxiété sur l'avenir de leur travail. Donc là, c'est la responsabilité de l'entrepreneur de prendre ce stress sur ses épaules et de le partager avec ses associés. Donc, je pense qu'on peut être vulnérable, mais avec ses associés et avec ses pairs. Donc, comme je disais, c'est d'autres entrepreneurs de confiance. Mmh. Mais après, dans le cadre de son travail au quotidien, on peut pas. OK. Ce serait égoïste, en fait, de se décharger un peu sur ses équipes, typiquement. Quelles sont les qualités du coup d'un bon leader et est-ce qu'il y a pas un futur du leadership qui est en train d'arriver avec, notre génération? On a à peu près le même âge. Qu'est-ce qu'attendent les clients, les partenaires, les collaborateurs, nos futurs associés? Comment est-ce qu'on peut faire bouger un peu le leadership? Et selon toi, question simple, qu'est-ce qui fait un bon leader? Alors, qu'est-ce qui fait un bon leader? Donc, moi, je vais rester sur le domaine que je connais, qui est celui des startups. Un bon leader de startup, c'est avant tout quelqu'un qui a la capacité à embarquer avec une vision, puisque ce qu'on fait, ça reste extrêmement dur. On va aller souvent affronter des champions de la tech, des grands groupes qui ont 1000 fois plus de moyens que nous. Avec, voilà, comme je te disais l'autre jour, un peu, tu creuses des tranchées à la petite cuillère, quoi. Donc il faut réussir à avoir la bonne vision pour les motiver, les embarquer. Donc, à la fois les employés, les collaborateurs, donc, mais aussi les investisseurs, mais aussi les clients, à qui tous on demande de prendre un risque. L'employé, il accepte de rejoindre une startup qui peut-être va s'effondrer dans 2 ans, et il perdra son boulot, il aura moins de confort, il y a plus d'incertitude parce que, notamment quand on est au tout début, le produit, ça change beaucoup. Potentiellement, il va bosser sur quelque chose pendant 4 mois qu'on va jeter à la poubelle et qu'on va recommencer. Donc, on lui demande de prendre des risques quand même, modérés par rapport à l'entrepreneur, mais tout de même. Le client, on lui demande aussi de parier sur une solution qui est un peu bancale au début et où voilà, l'entreprise qu'il apporte peut mourir dans les 2 ans. Et l'investisseur aussi, on lui demande de prendre un risque et donc de confier ses deniers à une jeune équipe qui teste quelque chose aussi, qui a 80% de chances d'aller à la casse au bout de moins de 2 ans. Donc il faut avoir un bon leader, il doit avoir la capacité donc à projeter cette vision, à projeter cette confiance, cette vision de l'avenir. C'est la première qualité, mais il doit aussi l'articuler avec une capacité d'action très forte. Et je trouve que c'est un peu le challenge, effectivement, c'est surtout au début, c'est articuler cette vision long terme, mais aussi être dans l'exécution sur quelque chose de simple au début. En fait, on peut, quand on a une petite équipe et qu'on est au tout début, on ne peut pas tout faire. Donc il faut choisir, il faut réussir à arbitrer, OK, dans ma grande vision là, c'est quoi la première brique que je vais construire qui va être qui va avoir le meilleur ratio entre facilité à faire et impact pour mes clients. Donc nous, dans notre cas, voilà, on a une grande vision, c'est faire
le commercial augmenté, mais on commence par une petite brique qui est l'aider dans sa prospection avec de la captation de données sur différentes plateformes, enfin faire ce qu'on appelle de l'account intelligence. Donc, désolé pour l'anglicisme, mais c'est faire la captation de données sur ses prospects potentiels pour l'aider à choisir lequel a le plus de chances d'être un client. Donc, je dirais, donc, pour synthétiser, il faut avoir une belle vision qui va embarquer tout le monde, mais en même temps réussir à isoler la petite partie de cette vision, la première brique qui aura le plus d'impact à court terme. Comment est-ce que toi, tu la formules, cette vision, et comment est-ce que, du coup, tu creuses des tranchées à la petite cuillère en même temps? Toi, ta vision, tu l'as imaginée comment, et comment est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui nous écoutent une espèce de structure pour que ça soit plus clair dans leur tête? Alors, comment structurer sa vision? En fait, c'est un exercice de projection. Si on part souvent, l'entrepreneuriat, ça part d'un problème qu'on a rencontré ou on a vu d'autres personnes être confrontées à ce problème-là. On se dit, j'ai envie de le résoudre. Et donc, la vision, si on se projette, on se dit, dans 5 à 10 ans, comment ça sera? Comment est-ce que ce problème il aura évolué et comment la solution que je vais construire, elle va y répondre? Donc, en regardant les différentes tendances de fond. Par exemple, moi, dans mon cas précis, ce que je vois, c'est l'IA remplace de plus en plus l'humain. Donc la vraie connexion d'humain à humain aura plus de valeur. Donc je veux construire quelque chose qui va aider les commerciaux à justement pouvoir se focaliser sur cette connexion-là qui aura plus de valeur demain. Donc formaliser sa vision, c'est un exercice de projection. Voilà, où on va regarder les tendances de fond, comment le problème et la solution vont évoluer, comment nous, est-ce qu'on s'inscrit là-dedans. Arnaud, comment est-ce que toi, dans cette vision-là, tu protèges ton énergie qui est au cœur de ta mission entrepreneuriale? Comment tu trouves ton équilibre? Toi et moi, on a accroché il y a quelques mois, années, je pense, parce qu'on a un goût pour la lecture euh, partagée. Comment est-ce que tu te retrouves? Je sais que tu fais un peu d'escalade. Pourquoi est-ce que c'est important de protéger son énergie, qui est le carburant de l'entrepreneur, et comment toi tu fais? Alors, il y a en fait deux sujets. Le premier, c'est effectivement l'entrepreneuriat, c'est une course de fond. Voilà, on dit beaucoup ça, c'est pas un sprint, Ouais. c'est un marathon. C'est assez vrai. Les success stories, elles n'arrivent pas en un jour. Enfin, Rome ne s'est pas construit un jour. Tu mets 10 ans à percer du jour au lendemain, genre. Si je prends l'exemple de l'Umaps, donc la boîte qui m'a racheté ma société avant et donc qui a été après vendue pour plusieurs centaines de millions, ça s'est construit en 10 ans. Ok. Donc c'est du très très long, enfin c'est du long terme, 10 ans, c'est une belle tranche de vie. Donc pour réussir à maintenir un bon niveau d'énergie pour l'équipe, il faut prendre soin de soi. Donc je pense que c'est important d'avoir un équilibre. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, en fait aussi, il faut être conscient que les chances de succès, elles sont substantielles, mais elles sont maigres. Enfin, je sais pas, j'ai toujours du mal à dire aussi que les chances de succès sont faibles parce que de notre côté, si on si on n'entreprend pas, les chances de succès sont nulles. Enfin, je veux dire, la seule manière de réussir, c'est d'essayer. Mais bon, néanmoins, statistiquement, il y a 80% des startups qui meurent dans les 2 ans. Je crois que c'est ça la statistique. Mm. Donc en fait, pour moi, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas vraiment puisqu'il y a une part de chance. Donc il faut créer les conditions pour être heureux. Une erreur que je vois beaucoup aussi de primo-entrepreneurs faire, c'est mettre toute leur vie de côté au nom de la réussite de leur projet. Et je trouve que c'est une mauvaise idée pour deux raisons. Déjà, parce que quand on met toute sa vie entre parenthèses pour réussir, la moindre difficulté va nous traumatiser, va être extrêmement dur à aborder avec la tête froide. Toute notre vie, c'est notre boîte. Si la boîte, elle plante, on est mort. On va être tremblotant quand il faut prendre des décisions difficiles face à l'adversité. Donc je pense que pour garder la tête froide dans les moments difficiles, c'est important d'avoir un bon équilibre Mm. et que toute notre vie ne se résume pas à notre travail. Et le deuxième élément, c'est effectivement que comme il y a peu de chances de réussite, il faut faire en sorte que le trajet, que l'expérience d'entreprendre soit agréable et qu'on soit Mm. heureux dedans. Mm. Donc pour cela, ça nécessite aussi de prendre du temps pour soi et s'assurer qu'on a d'autres centres d'intérêt, qu'on est épanoui en dehors de son travail. Ouais. Il y a une part de candeur dans l'entrepreneuriat de je vais peut-être pas y arriver, mais j'ai envie de tester pour voir. Et j'aime bien cette idée-là. J'aime bien aussi le fait d'avoir un discours qui n'est pas du tout prosélyte sur l'entrepreneuriat. Je pense que dans les premières années, quand on se lance, on a tendance à dire à tous nos copains vous êtes fous de travailler pour les autres, etc. Et en fait, après quelques années, on se rend compte que
chacun fait bien ce qu'il veut, qu'il y a beaucoup d'avantages à être collaborateur dans une grande entreprise. Il y a aussi des inconvénients, mais il y a aussi un paquet d'inconvénients à être à son compte. Donc, sentez-vous bien libre de choisir l'espace dans lequel vous épanouissez. Je trouve ça cool. Et d'envoyer aussi un message de doute. Et voilà, dans l'entrepreneuriat, c'est pas du tout droit. Il faut protéger son énergie et ça me plaît beaucoup. Arnaud, je te propose à ce moment-là du podcast qu'on fasse un petit jeu qui est lié à la parole. Moi, je te propose de commencer une phrase et tu me réponds du tac au tac avec un mot qui te convient. Ça te Ok, va ? allez, c'est parti. Un bon orateur, c'est quelqu'un qui, Embarque. l'éloquence permet de... Partager. Un leader éloquent, c'est... Un leader éloquent. Alors celui-là au tac au tac, c'est le plus compliqué. Un leader éloquent. Tu veux dire un exemple de mon orateur Si ou... tu veux. Un orateur ou une oratrice que tu admires, ou sinon, un leader éloquent, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est à l'écoute, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup. La parole du leader doit être... La parole du leader doit être... j'ai envie... Alors, c'est pas encore une fois propre à mon contexte, mais j'aurais envie de dire partager, puisque ce qu'on voit beaucoup aussi dans l'entrepreneuriat, c'est... Alors là, ça s'inscrit plutôt dans un contexte uniquement... Ouais, pardon, je vais recadrer ça, mais en fait, il faut que la parole soit un peu le fruit des discussions aussi en interne, de réussir à embarquer les collaborateurs dans cette vision, que ce soit pas juste, d'un côté, il y a les collaborateurs qui vivent l'enfer en interne et qui partent dans une direction A, et après, le leader qui raconte une belle histoire qui est B. Je pense que c'est le fruit d'un travail collectif avec les collaborateurs pour définir ensemble la vision, les sujets sur lesquels on veut travailler, pour qu'ils se sentent aussi qu'ils font partie de cette aventure-là. La parole est un sport collectif. Voilà, c'est ça. De quoi est-ce que tu préfères discuter avec les gens que tu aimes ? De quoi est-ce que je préfère discuter ? Je pense de littérature, des idées. Il y a cette citation, je crois que c'était la femme de Churchill qui disait les esprits médiocres parlent des gens, les esprits moyens parlent des faits, les grands esprits parlent des idées. Et j'essaie de parler le moins possible des gens et des faits, le plus possible des idées, qui sont alimentées par les lectures. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée ? Ma citation de rap préférée non, je sais pas. Pas particulièrement, non. Arnaud aime beaucoup le rap et Arnaud, je le dévoile un peu, va pas tarder à sortir un podcast qui s'appelle Le chant des sirènes. Clin d'œil à Orelsan et les sirènes / sirettes qui sont les numéros d'identification des sociétés. On a hâte de découvrir ça. Yes. Arnaud, la parole est à la défense à la fin de ce podcast. Est-ce que il y a quelque chose que tu as envie de partager aux auditeurs de ce podcast dans le cadre d'une carte blanche ? On t'écoute. Ce que j'ai envie de partager, je suis assez aligné avec ton idée qu'on peut s'épanouir aussi bien dans l'entreprise que dans l'entrepreneuriat. Moi, mon message serait surtout ne visez pas votre vie en autopilote. Si vous n'êtes pas épanoui dans votre travail, changez. Ayez le courage de vous confronter à ce qui vous déplaît aujourd'hui et à tester de nouvelles choses. Et je voudrais conclure par une citation de Pindare, qui est un poète lyrique grec que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs cité beaucoup par Camus, dont on parlait en introduction, qui disait « Ô mon âme, ne cherche pas la vie immortelle, mais cherche à épuiser le champ des possibles ». L'idée, c'est de dire, effectivement, on n'a qu'une vie, et il faut essayer de tester un maximum de choses. Ce serait mon message pour l'auditoire. Merci Arnaud, merci d'avoir été l'invité de ce 30e épisode d'Ethos Podcast, l'éloquence des leaders. Avec plaisir. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. L'ensemble du cabinet Ethos et moi-même, nous tenons à votre disposition si vous souhaitez gagner en confort et en impact à l'oral. Et n'oubliez pas, sans plaisir, pas d'excellence. Go Ethos!